Bonjour à tous, il est économiste de formation, a commencé sa carrière à la Caisse nationale d'assurance maladie avant de prendre des responsabilités syndicales au sein du syndicat Force ouvrière dont il est le secrétaire général depuis plus de 10 ans. Bonjour Jean-Paul Mailly. Le feuilleton Alstom s'achève donc par une alliance avec l'américain General Electric et par une nationalisation partielle du groupe français. Est-ce que dans cette affaire le gouvernement a bien joué son rôle? Écoutez, a priori, on peut penser, oui, le gouvernement a joué son rôle, n'est pas resté inactif. Nous attendons de voir également l'intégralité des documents, parce qu'on l'a pas, notamment les fameuses 50 pages que j'espère avoir. J'ai eu le ministre vendredi sur cette question. Maintenant, ça préserve a priori l'intégralité du groupe Alstom. Ça, c'est un élément a priori important, avec partie transport à 100%, des co-entreprises pour toutes les autres activités, sauf les turbines à vapeur. Et une entrée dans le capital de l'État, c'est pas la première fois. Je vous rappelle qu'avec sous le président précédent, l'État était rentré, a revendu. Il faut que les discussions se terminent avec Bouygues, mais a priori, sous réserve de plus d'informations, ça préserve le groupe. En tout cas là, concomitamment, je vais y arriver, ce week-end, on apprend l'entrée possible de l'État au sein du capital d'Alstom, l'entrée possible au sein du capital d'Ecomove, cette fameuse société chargée de prélever ce qui devait être l'écotaxe. C'est l'État pompier ou l'État stratège selon vous ? Non, ça fait partie de l'État stratège, ça. Écoutez, on a obtenu la Banque publique de l'investissement, par exemple. Il y a l'Agence des participations de l'État. Et il est normal que l'État, sur des activités dites stratégiques ou considérées comme stratégiques, en cas de problème, pour préserver ces activités, puisse intervenir d'une manière ou d'une autre, y compris quand c'est nécessaire en entrant en capital. C'est aussi ça le rôle de la Banque publique d'investissement et du regroupement des différentes institutions qui la composent. Donc, comme moi, ça ne me choque pas. Non seulement ça ne me choque pas, mais quand c'est nécessaire, il faut que l'État intervienne. Il ne peut pas uniquement regarder les choses. Alors, il ne doit pas intervenir à chaque fois, mais qu'il intervienne sur des dossiers comme ça ne me choque pas du tout. Alors le bras de fer entre le gouvernement et les intermittents s'est poursuivi ce week-end, on l'a bien vu à l'occasion de la fête de la musique. La CGT continue de parler de mesurettes à propos des gestes qui ont été annoncés par Manuel Valls en fin de semaine dernière. Est-ce que le gouvernement doit aller plus loin pour tenter de sauver les festivals cet été ? Je crois qu'on mélange un peu tout dans cette affaire. J'espère que les réunions qui vont se tenir rapidement, qui mettront un peu tout sur la table. Le problème, c'est pas tellement aujourd'hui celui de l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est pas fait pour assurer une politique culturelle. L'assurance chômage, ce régime des intermittents a été mis en place dans les années 60, compte tenu de la spécificité de leur contrat. Et ça concerne les techniciens ainsi que les comédiens. Donc ça, nous l'avons maintenu. Je rappelle que 75% des comédiens ne sont pas concernés par le fameux différé, ce qu'on appelle le différé d'indemnisation. La moitié ne sont pas en différé inférieur à 12 jours. Il existe aussi pour les autres salariés ce différé. Donc les annexes sont préservées. Alors après, il y a le problème de la politique culturelle, mais ça, c'est pas du ressort de l'assurance. Ça, c'est l'État. C'est la responsabilité de l'État, tant à travers son budget qu'à travers les subventions. C'est pas, quand vous regardez bien les choses, vous avez d'ailleurs des réactions différentes des directeurs de théâtre subventionnés, des directeurs de théâtre privés. C'est très différent comme réaction compte tenu des subventions. Et après, il faut regarder ce que j'appelle les abus. On parle de la permittence, par exemple. Dans l'audiovisuel, le recours habituel aux intermittents, pour un employeur, vous avez des intermittents qui sont, qu'on appelle les permittents, qui en fait sont à durée indéterminée. Donc, ils devraient avoir un contrat à durée indéterminée, ces salariés-là. Sauf que l'employeur a un contrat, et le contrat est terminé, c'est l'assurance chômage qui paye. C'est pas logique, donc ça, il faut faire le ménage là-dedans. Et j'espère que ce sera sur la table. En tous les cas, c'est ce que nous demanderons. Mais il faut faire attention, parce qu'à un moment donné, il y a toute une série de festivals qui risquent d'aller au tapis. Et quand je dis d'aller au tapis, c'est pas uniquement bloquer un festival au mois de juillet ou au mois d'août. Je crains que certains festivals, s'ils n'ont pas lieu, ils n'auront plus jamais lieu. Il faut faire attention. Alors, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, cette fameuse convention UNEDIC qui est au cœur du conflit des intermittents a été signée par FO. Oui, bien sûr. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément le dossier, on peut avoir du mal à comprendre que FO est signé, alors que la CGT, qui est en pointe sur ce conflit, ne l'ait pas fait et soit extrêmement critique sur ce document.
Pourquoi Force ouvrière a-t-elle Parce que nous avons considéré que le compromis auquel nous sommes aboutis dans la négociation était un bon compromis. Il n'y a pas que le dossier intermittent là-dedans, hein. Il y a l'ensemble des salariés. Il y a 160 millions d'euros d'économies, hein, juste sur les intermittents. 2 700 000 salariés couverts par l'assurance chômage et à peu près 95 000 ou 100 000 intermittents. Sur le régime général, je dirais, il y a 1 million de précaires qui vont voir leur situation s'améliorer. Ça, c'est un élément important, notamment quand la précarité, malheureusement, se développe. Donc nous avons à la fois sauvé les annexes 8 et 10, ce qui n'est pas évident. Nous avons préservé un système paritaire, ça veut dire gestion, syndicat, patronat. S'il n'y a pas de système paritaire, qui gère ces questions-là? L'État, dans l'actuelle austérité budgétaire, je ne sais pas s'il mettra les moyens. Ou le secteur privé, ça veut dire les inégalités. Attention, parce que les annexes 8 et 10, nous les avons préservées, ça a été dur pour les préserver. Donc, à partir du moment où on considère qu'un compromis est équilibré, nous le signons. Vous savez, la CGT n'a jamais signé une convention d'assurance chômage depuis 1958. Jamais. Jamais. Les annexes 8 et 10, je le précise, c'est ce qui fait la spécificité du statut des intermittents. Tout à fait. Alors j'en viens au conflit qui, lui, s'est achevé ce week-end, le conflit de la SNCF. Est-ce que vous avez le sentiment, comme un certain nombre d'observateurs, que ce conflit peut marquer un tournant dans les relations sociales à la SNCF avec la fin de cette pratique de la grève comme préalable à toute discussion et une CGT durablement affaiblie par cette grève qui est un échec au final? Est-ce que c'est la grève comme préalable à toute discussion? Vous savez, je ne dis pas que ce n'était pas le cas cette fois-ci, mais il y a eu bien des cas dans l'histoire où la grève avait lieu en accord avec le président de la SNCF pour obtenir des crédits. Ça existait aussi, ce genre de choses. Bon, il y a une CGT qui s'affaiblit régulièrement, je dirais, une tendance à la fois dans ses bastions traditionnels, que c'était la SNCF ou EDF par exemple, donc l'énergie. Bon, il y avait des inquiétudes sur le dossier. Moi, et ça, y compris les militants FO, avaient ces inquiétudes. C'est notamment, est-ce que demain, la création des 3 EPIC, ça ne va pas conduire à ce qu'il y ait une forme de privatisation du service public? Et ça, bon, est-ce que les amendements ont répondu à ça? Beaucoup considèrent que non. Bon, maintenant, c'est peut-être un tournant, oui, c'est possible. On verra dans les mois et les années à venir si c'est un tournant dans les relations sociales à la SNCF. En tout cas, qu'il s'agisse de ce dossier, de celui des intermittents, peut-être cette semaine, celui des contrôleurs aériens, on voit fleurir un certain nombre de mouvements ces temps-ci, qui sont tous marqués par une forme de radicalisation du mouvement syndical. Comment l'expliquez-vous, cette radicalisation? Il faut bien comprendre que quand vous avez toute une série de mouvements qui se déclenchent dans des secteurs divers, c'est révélateur d'un malaise social et d'un mécontentement. Les mobilisations de caractère général, interprofessionnel, sont toujours beaucoup plus difficiles en période de crise, chez nous comme ailleurs. Par contre, quand il y a des problèmes spécifiques dans une entreprise ou dans un secteur d'activité, et les gens ont conscience que pour faire bouger le gouvernement, celui-ci comme le précédent, il faut faire fort. Ou pour être entendu des médias, il faut faire fort. Donc tout ça intervient, mais il y aura aussi une journée des inspecteurs du permis de conduire dans les jours à venir. Donc la multiplication des conflits, c'est aussi révélateur d'un climat social qui se dégrade. Une nouvelle conférence sociale se profile les 7 et 8 juillet prochains, la 3e depuis le début du quinquennat. Qu'en attendez-vous ? Écoutez, moi, vous savez, je considère que l'exercice est déjà usé, ou précocement usé au bout de 3 ans. Déjà l'année dernière, c'était pas terrible, limite, voilà. Donc je pense pas que cette année le climat soit meilleur. Bon, donc on va discuter. À la fin, si bien c'est le gouvernement qui annoncera sa feuille de route, qui n'engage que lui, c'est évident. Bon, moi j'avais surtout dit, on va pas faire une conférence pacte de responsabilité. Ce sera pas le cas. La notion de pacte ne sera abordée que la première réunion avec le président de la République et les syndicats et le patronat. Donc j'aurai l'occasion de dire ce que j'en pense au président de la République et intéressé aussi par ce qui sort ce matin dans les journaux et notamment dans les Échos sur la note de Valérie Rabault, la rapporteure du budget. Sur l'aspect récessif. Sur l'aspect récessif, moi, c'est un élément que j'ai souligné ces derniers temps. Politique de serrage comme ça a un aspect au moins à court terme qui est un aspect récessif. Donc on aura, là, ce sera abordé avec le président. Après, on parlera emploi, protection sociale, service public. Mais je pense que l'exercice est usé. Alors, il y a un élément positif par rapport à l'année dernière. On a gagné une demi-journée. Ce sera une journée et demie au lieu de 2 jours. Merci beaucoup, Jean-Claude Bailly. Merci à vous. À bientôt.